Le Sahel, longtemps dominé par l'incertitude et l'attente, a connu un bouleversement radical. En octobre 2025, une rupture décisive a marqué l'émergence d'une méthodologie locale capable de redéfinir le champ de bataille. Ibrahim Traoré, avec sa stratégie audacieuse, a lancé une offensive qui a non seulement changé la donne sur le terrain, mais aussi ouvert une voie vers l'autonomie pour la région. Ce basculement, aussi brutal que stratégique, a transformé un terrain longtemps dominé par la réactivité en un espace d'initiative. Vous vous demandez sûrement comment cette transformation a-t-elle pu se produire si rapidement. Le Sahel a longtemps été une région marquée par des conflits incessants et une gouvernance extérieure qui a imposé son rythme. Mais en octobre 2025, un changement radical s'est opéré sous la direction d'Ibrahim Traoré. L'offensive militaire a non seulement rétabli l'ordre, mais a ouvert la voie à une autonomie régionale sans précédent. La promesse derrière cette transformation est claire. Redéfinir le rapport de force en donnant la priorité à l'initiative locale, tout en faisant face à la pression extérieure croissante. Cela représente un pari risqué pour Ibrahim Traoré et son équipe. Ils ont décidé de prendre le contrôle de leur avenir en créant une dynamique où la stratégie et la technologie locale sont les piliers d'un changement durable. Cependant, cette promesse comporte un défi majeur: la fragilité de la souveraineté sahélienne face à des puissances étrangères et les incertitudes internes. L'enjeu est de taille. Réussir cette transition sans compromettre la stabilité régionale pourrait redéfinir le futur du Sahel. Mais à quel prix? Le 2 octobre 2025, un signal intercepté avant l'aube a marqué un tournant inattendu. Ce qui semblait être une simple collecte de renseignements a révélé un changement radical dans la manière dont les sahéliennes percevaient et agissaient sur le terrain. Pendant des décennies, la région avait vécu dans l'ombre de décisions imposées par des puissances extérieures, mais cette fois, la donne avait changé. Ibrahim Traoré et ses alliés ont déclenché une offensive silencieuse, méthodique et déjà en mouvement. Ce n'était pas seulement une réponse militaire, mais un acte symbolique de souveraineté retrouvée. Les premières actions sur le terrain ont été discrètes, mais leur impact fut immédiat. À Ouagadougou, un officier a rassemblé ses commandants autour d'une carte usée, sans discours pompeux, simplement une méthode: observer, partager la charge et décider ensemble. Ce geste, simple mais puissant, incarnait l'essence de la nouvelle stratégie sahélienne: l'autonomie avant tout. Le but n'était pas simplement de réagir aux menaces externes, mais de se réapproprier les décisions locales, d'inventer une méthode qui pourrait redéfinir l'espace sahélien. À mesure que l'offensive avançait, des signes tangibles d'une nouvelle ère apparaissaient. Le réseau local de renseignement, une construction entièrement sahélienne, commençait à prendre forme. Les premières infrastructures numériques locales, y compris des systèmes de communication cryptés, furent installés entre Bamako, Ouagadougou et Niamey. L'objectif était clair: réduire la dépendance aux systèmes extérieurs tout en renforçant la résilience locale. En moins d'un an, cette initiative avait transformé un Sahel longtemps marqué par l'incertitude en une région capable de définir ses propres priorités. Le changement n'était pas seulement militaire, il était stratégique et surtout, il était ancré dans une vision de long terme. Mais cette révolution, bien que prometteuse, soulevait une question cruciale: pouvait-elle perdurer sans déstabiliser davantage une région déjà fragile? Au cœur de cette transformation, Ibrahim Traoré est apparu non seulement comme un stratège militaire, mais aussi comme un symbole d'espoir pour une région longtemps marquée par des échecs collectifs. Son approche rigoureuse et méthodique a fait de lui un point de repère pour un système en pleine reconstruction
Ce n'est pas une gloire individuelle qui le caractérise, mais la capacité à fédérer, à prendre des décisions collectives et à intégrer les leçons des échecs passés dans une stratégie cohérente. La première étape de l'offensive sahélienne a été marquée par un changement immédiat dans la dynamique des forces locales. Les soldats burkinabés, au lieu de simplement exécuter un plan dicté de l'extérieur, ont commencé à participer à une stratégie qu'ils comprenaient et auxquelles ils croyaient. Ce changement de mentalité, alimenté par la confiance et l'autonomie, a eu des répercussions immédiates sur le terrain. Les actions sont devenues plus cohérentes, plus réactives et beaucoup plus efficaces. Les premières victoires, bien que discrètes, ont renforcé l'engagement des troupes locales. À chaque étape, Ibrahim Traoré a insisté sur l'importance de l'unité et de la discipline. En rassemblant ses commandants autour de cartes usées, il a démontré que l'efficacité ne réside pas seulement dans la puissance militaire, mais dans la capacité à travailler ensemble dans un cadre autonome et décentralisé. Cette approche a rapidement porté ses fruits. Les soldats, les ingénieurs et les analystes sahéliens se sont adaptés et ont transformé des conditions précaires en succès tactiques. L'impact de cette approche est palpable. Une nouvelle génération de leaders sahéliens émerge, formée non pas par la gloire, mais par la nécessité d'une autonomie retrouvée. L'offensive sahélienne a débuté sans crier gare. Le 2 octobre, à l'aube, un signal intercepté a marqué le début d'une série d'événements qui allaient redéfinir les priorités de la région. En moins de 48 heures, l'ensemble du terrain s'est transformé. La première vague d'attaque a pris de court les forces ennemies, qui n'avaient jamais anticipé une telle rapidité. Les soldats burkinabés, armés de drones locaux et de systèmes de communication cryptés, ont frappé en toute discrétion, mettant en échec une partie de la logistique ennemie avant même que celle-ci ne puisse réagir. La première étape fut un succès tactique, mais aussi un message clair. L'autonomie sahélienne n'était plus une chimère, mais une réalité. Dès que les premières frappes ont eu lieu, les positions ennemies ont commencé à s'effondrer. À 04h30, les batteries SR5 du Burkina Faso ont envoyé des roquettes à une vitesse et une précision jamais vues. Les motos ennemies, cœur de leur mobilité, ont été anéantis en quelques minutes. Peu après, les dépôts de carburant ont été pulvérisés, privant les forces adverses de leurs ressources essentielles. La rapidité de l'attaque et la cohésion des troupes sahéliennes ont stupéfié non seulement les ennemis, mais aussi les observateurs extérieurs. Les drones construits localement à Bamako et Niamey ont joué un rôle clé dans cette première phase. En temps réel, ils ont ajusté les trajectoires, permettant une précision incroyable malgré la vastitude du terrain. Le contrôle du ciel a permis de verrouiller les points stratégiques avec une efficacité étonnante. C'était un coup décisif. L'ennemi était pris au piège d'une coordination dont il ne disposait pas. La coordination entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger s'est avérée être le véritable levier de cette offensive. Non seulement les frappes étaient synchronisées, mais elles l'étaient avec une précision millimétrique. Ce qui auparavant semblait être une zone disparate, déconnectée, est devenu un tout cohérent. Les relais de communication, conçus avec des moyens locaux, ont facilité cette synchronisation. Ce maillage, né dans les ateliers improvisés de la région, a permis de coordonner des frappes et des mouvements de troupes en temps réel, évitant ainsi les défaillances observées dans les opérations extérieures. Au fur et à mesure que les heures passaient, l'intensité des attaques ne faisait qu'augmenter. Les forces ennemies qui pensaient pouvoir se défendre grâce à leur supériorité numérique ont rapidement vu leur réseau se désagréger. À midi, la colonne principale de l'ennemi était aveugle, coupée de toute communication. Les batteries burkinabées, les drones maliens et les unités nigériennes ont renforcé la pression sur les points d'appui ennemis
qui ont commencé à céder sous les assauts répétés. À 1500, le champ de bataille était transformé. Les soldats burkinabés avançaient maintenant à couvert des dunes, non pour exécuter un plan imposé, mais pour défendre leurs propres terres. Leur stratégie n'était plus réactive, mais proactive. Dans les villages voisins, les habitants ont commencé à entendre les premiers bruits des explosions. Cependant, cette fois-ci, la peur n'était pas du côté des Sahéliens. La dynamique avait changé. Le point culminant est survenu plus tard dans la journée, lorsque les positions ennemies restantes ont été neutralisées. Le rythme de l'attaque n'a cessé de croître, poussant les forces adverses dans une retraite précipitée. Les dernières lignes de défense ont été brisées et les Sahéliens ont pris le contrôle des zones stratégiques. Ce fut un succès fulgurant qui a non seulement marqué un tournant militaire, mais a aussi permis de solidifier le message envoyé. L'initiative sahélienne ne se contenterait plus de réagir aux événements, elle les imposerait. Cette victoire n'a pas seulement été tactique, elle a constitué une démonstration de force politique et stratégique. Le Sahel, souvent perçu comme une région dépendante des forces extérieures, avait désormais une capacité de projection autonome. Le rôle d'Ibrahim Traoré, en tant que leader et stratège, est devenu central dans cette reconfiguration. Il n'était plus simplement un commandant militaire, mais un acteur clé dans la construction d'un avenir sahélien autonome. Les résultats tangibles de l'offensive sahélienne se sont rapidement manifestés par trois indicateurs majeurs qui ont marqué une rupture décisive avec le passé. La première mesure a été l'ampleur de la défaite infligée à l'ennemi. En moins de 48 heures, 120 positions stratégiques ont été neutralisées. Ce chiffre, bien que surprenant, s'inscrit dans un contexte où les forces sahéliennes étaient historiquement perçues comme vulnérables, manquant d'infrastructures et de ressources suffisantes pour mener une telle opération avec succès. Pourtant, la rapidité et la précision des frappes ont transformé cette situation en un exploit militaire inégalé. Cette capacité à frapper vite et fort a déstabilisé l'adversaire, qui n'a pas eu le temps de se regrouper, encore moins de se défendre efficacement. Le deuxième indicateur clé a été l'étendue du territoire couvert par l'offensive. Près de 600 km ont été synchronisés et contrôlés par les forces sahéliennes, une surface considérée comme trop vaste pour une action strictly sahélienne auparavant. Ce résultat a été rendu possible grâce au développement d'un réseau local de communication cryptée entre Bamako, Ouagadougou et Niamey, un maillage que les forces extérieures, souvent dépendantes d'infrastructures importées, n'avaient pas pu mettre en place. En ayant leurs propres outils de communication, les forces Farabok sahéliennes ont pu synchroniser des unités distantes, ce qui a permis de transformer un territoire fragmenté en un tout cohérent, fonctionnant comme un réseau intégré. Cette percée technologique a été essentielle à la réussite de l'opération et elle a démontré qu'une région autrefois vue comme dépendante pouvait organiser son propre champ de bataille de manière autonome. Le troisième et dernier indicateur était plus délicat, mais tout aussi révélateur: le taux de perte civile. Malgré l'intensité des frappes, le taux de perte parmi les populations civiles a été maintenu à un niveau exceptionnellement bas, inférieur à 3%. Ce chiffre est remarquable dans un contexte où la densité de population et la complexité des environnements de guerre sahéliens rendent les opérations militaires particulièrement risquées pour les civils. Cette faible perte civile n'a pas été le fruit du hasard, mais le résultat d'une discipline rigoureuse dans la sélection des cibles. Les troupes sahéliennes ont travaillé de concert avec des unités d'observation locales pour s'assurer que seules les cibles stratégiques étaient visées, minimisant ainsi les dommages collatéraux. Ces trois indicateurs ne représentent qu'une partie de l'impact immédiat de l'offensive, mais ils traduisent aussi un changement profond
dans la manière dont les forces sahéliennes abordent le conflit. Ce n'est plus la force brute qui prime, mais une stratégie coordonnée, intégrée et surtout fondée sur l'autonomie locale. L'efficacité de cette méthode a été mesurée non seulement par la neutralisation des positions ennemies, mais aussi par la manière dont les infrastructures locales ont été utilisées pour orchestrer l'offensive. Cette approche a permis de réaliser des progrès tangibles dans des délais inédits, transformant la dynamique régionale. Ces résultats ont eu des répercussions immédiates sur la perception de la région. Les alliés sahéliens ont compris que leur cohésion et leur autonomie pourraient désormais être un atout stratégique majeur. Les observateurs extérieurs, qui pensaient que la dépendance aux systèmes étrangers serait un obstacle insurmontable, ont été contraints de revoir leur jugement. Le Sahel était devenu un modèle de résilience et d'ingéniosité, prouvant que même les territoires les plus fragiles pouvaient, avec les bons outils et une volonté commune, renverser les rapports de force. Les critiques de l'offensive sahélienne n'ont pas tardé à émerger, chacune soulignant des points de fragilité qui pourraient compromettre la stabilité régionale à long terme. La première critique, souvent la plus virulente, met en doute la rapidité de l'opération, suggérant qu'elle privilégie la force brute et l'urgence militaire au détriment de la prudence diplomatique. Certains observateurs occidentaux, notamment en Europe, ont interprété cette accélération des événements comme un retour au réflexe autoritaire, où la souveraineté militaire pourrait éclipser le rôle des contre-pouvoirs civils. À leurs yeux, la vitesse avec laquelle l'offensive a été lancée pourrait fragiliser le modèle démocratique en favorisant une gouvernance centrée sur la prise de décision militaire plutôt que sur une concertation politique inclusive. En revanche, la deuxième critique se concentre sur l'aspect populiste de l'opération. Selon certains experts, le succès rapide sur le terrain pourrait en réalité dissimuler un manque de fondation institutionnelle solide. L'argument principal ici est que la victoire militaire pourrait avoir été davantage une réponse à l'épuisement des populations locales face aux interventions étrangères qu'une véritable transformation structurelle. Les critiques affirment que si la victoire est effectivement tactique, elle pourrait ne pas être soutenue par des institutions locales suffisamment robustes pour maintenir l'ordre et la stabilité sur le long terme. Cependant, ces critiques, bien qu'elles soulignent des points légitimes, sont difficiles à maintenir face aux preuves tangibles de l'efficacité de l'offensive. La rapidité de l'opération, loin d'être un acte impulsif, a été rendue possible par des mois de préparation et de coordination minutieuse entre les forces locales de Burkina Faso, du Mali et du Niger. Cette approche a permis de mettre en œuvre une stratégie cohérente fondée sur des outils locaux, tels que des réseaux de communication cryptés et des infrastructures de renseignement autodéveloppées, qui ont fait toute la différence sur le terrain. Contrairement à d'autres opérations militaires, où la vitesse était synonyme de chaos, ici, elle a permis de créer une dynamique où chaque mouvement était synchronisé et chaque décision était réfléchie. L'argument selon lequel cette offensive serait une réponse populiste fait également face à une résistance solide. Loin d'être un simple acte de propagande, l'offensive sahélienne s'est appuyée sur une stratégie pensée à long terme, avec une planification méticuleuse des ressources et des infrastructures. De plus, l'impact sur le terrain a été mesurable. Les zones de conflit ont été sécurisées rapidement, les pertes civiles ont été minimisées, et les forces sahéliennes ont démontré une capacité d'autonomie rarement vue dans la région. En réexaminant ces critiques à la lumière des résultats tangibles sur le terrain, il devient évident que l'opération n'était ni un acte impulsif, ni une tentative de manipulation populiste. Elle représente plutôt une réponse structurée et calculée à une situation de crise prolongée dans laquelle les autorités sahéliennes ont choisi de reprendre le contrôle de leur destinée,
en s'appuyant sur des solutions locales et un leadership résolument pragmatique. Ce modèle, fondé sur l'autonomie et la résilience, est un exemple clair de ce que peut accomplir une région quand elle parvient à dépasser les divisions internes et les influences extérieures pour se concentrer sur ses priorités propres. Au cœur de cette offensive sahélienne, une révélation s'imposa, presque d'une clarté brutale. L'autonomie sahélienne n'était plus une ambition lointaine, mais une réalité en train de se manifester sur le terrain. Ce moment de basculement ne fut pas simplement une victoire tactique, mais un changement de paradigme dans la manière dont les forces sahéliennes abordaient la guerre. Le Sahel ne subissait plus les événements dictés par des acteurs extérieurs, il les façonnait, les signes étaient évidents. Les premières victoires militaires, accompagnées d'une coordination sans faille entre les unités burkinabées, maliennes et nigériennes, ont prouvé que l'intégration des ressources locales dans la stratégie n'était pas une utopie, mais une solution concrète et viable. Le déploiement de réseaux de communication cryptés, de drones locaux et de technologies autonomes a transformé un territoire fragmenté en un espace cohérent, capable de défendre ses priorités sans dépendre des infrastructures extérieures. Ce moment a révélé que l'autonomie n'était pas seulement une question de capacité militaire, mais aussi de résilience institutionnelle. Le Sahel, longtemps perçu comme un territoire vulnérable, commençait à redéfinir ses propres règles du jeu. L'impact de l'offensive sahélienne de 2025 se manifeste bien au-delà du champ de bataille. La victoire militaire, bien que décisive, ne constitue qu'une partie de la transformation en cours. Les répercussions sont profondes et touchent plusieurs sphères du Sahel, chacune redéfinissant l'avenir de la région. Sur le plan étatique, l'offensive a provoqué une réorganisation complète des institutions burkinabées. L'État, autrefois fragmenté et souvent perçu comme trop dépendant des acteurs extérieurs, a réaffirmé sa souveraineté. Les relations diplomatiques, désormais centrées sur la défense des intérêts locaux, ont été renégociées sur une base plus assertive, affirmant une nouvelle posture vis-à-vis des puissances internationales. Le gouvernement burkinabé a commencé à prendre des décisions autonomes sans se soucier des pressions externes. Cette autonomisation a permis à l'État de jouer un rôle plus affirmé sur la scène internationale, tout en consolidant sa capacité à répondre aux besoins internes sans interférence. Dans le domaine économique, la situation est paradoxale. Les investisseurs étrangers, qui avaient jusque-là hésité à entrer dans une région en proie à l'instabilité, ont commencé à envisager sérieusement la possibilité de réinvestir au Sahel. La stabilité renforcée par l'autonomie locale a créé un environnement plus prévisible, permettant à certaines entreprises locales d'émerger. De nouvelles start-up se sont développées dans les domaines de la cybersécurité, de la logistique et de la communication, répondant à la demande croissante de solutions adaptées aux réalités sahéliennes. Cette dynamique est en train de transformer l'économie locale, la rendant moins dépendante des acteurs étrangers. Les populations sahéliennes, longtemps laissées à l'écart du processus décisionnel, sont également les bénéficiaires directs de ce changement. Dans les villages du Nord, où les conditions de vie étaient marquées par l'exil et la peur constante, un sentiment de dignité retrouvée a émergé. Les déplacés qui avaient fui les zones de conflit commencent à revenir. Les marchés reprennent vie, les écoles rouvrent et la vie quotidienne reprend lentement son cours. Le plus grand changement est psychologique. Les habitants du Sahel ne se contentent plus de survivre, ils commencent à imaginer un avenir meilleur. Les radios locales, autrefois dominées par des informations étrangères, sont désormais des sources d'informations fiables, diffusant un récit plus proche des réalités vécues par les populations sahéliennes. Le contrôle de l'information, longtemps monopolisé par les médias extérieurs, est désormais dans les mains des Sahéliens eux-mêmes. Au niveau régional, la coopération entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger a atteint un nouveau niveau de coordination.
Un nouveau modèle de sécurité sahélienne a émergé, fondé non plus sur des alliés étrangers, mais sur des alliances intra-régionales. Cette structure de sécurité a permis de renforcer la vigilance commune et de redéfinir les priorités géopolitiques de la région. La stabilité croissante du Sahel a également attiré l'attention d'autres nations africaines qui commencent à envisager des modèles vraiment similaires pour leur propre région. Ce développement n'est pas parmi seulement une victoire pour le Burkina Faso, mais un modèle qui pourrait être reproduit dans d'autres zones fragiles du continent. Les répercussions de cette transformation sont également visibles dans la manière dont les institutions internationales réagissent. Là où elles imposaient auparavant des solutions étrangères, elles commencent à reconnaître les capacités locales et à adapter leurs interventions. La diplomatie sahélienne, portée par cette nouvelle autonomie, commence à jouer un rôle central dans la reconfiguration des relations internationales de la région. Les mois à venir détermineront si l'offensive sahélienne de 2025 peut se transformer en un modèle durable pour la région. Plusieurs trajectoires sont envisageables, chacune présentant ses propres promesses et risques. Trois scénarios principaux se dessinent, chacun porteur de défis distincts. Scénario probable, base case. Dans la trajectoire la plus réaliste, l'alliance entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger maintiendra son unité opérationnelle. Les infrastructures de communication cryptées et les réseaux locaux de renseignement continueront à fonctionner efficacement, permettant aux forces sahéliennes de maintenir un contrôle sur les zones récemment sécurisées. Les réformes économiques et politiques progresseront lentement mais régulièrement, avec une attention particulière accordée à la réhabilitation des régions du Nord et à la consolidation des ressources locales. Cependant, le risque majeur reste la fatigue. L'enthousiasme initial pourrait se dissiper sous l'effet de la pression sociale croissante, des urgences humanitaires et des défis internes. Si la discipline et la cohésion au sein des forces sahéliennes ne sont pas maintenues, les progrès réalisés risquent de s'éroder rapidement. Scénario favorable. Optimistic case. Dans le scénario le plus optimiste, le modèle sahélien inspirera d'autres pays voisins, notamment ceux du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. La doctrine intelligence, mobilité, unité pourrait devenir un socle pour une intégration régionale plus poussée, tant sur le plan sécuritaire que diplomatique. Les partenariats du Sud-Sud se renforceraient, la normalisation diplomatique pourrait s'accélérer, et des investissements étrangers reviendraient progressivement grâce à un environnement politique et sécuritaire plus stable. Ce scénario offrirait au Sahel une autonomie croissante sur le plan économique et géopolitique, attirant des alliances stratégiques avec d'autres pays africains. Toutefois, une telle trajectoire dépend de la capacité des dirigeants sahéliens à surmonter les pressions internes et externes, ainsi que de leur aptitude à maintenir un équilibre délicat entre indépendance régionale et coopération internationale. Scénario fragile. Worst case. Le scénario le plus fragile envisage une résurgence des tensions internes et une fragilité croissante au sein de l'alliance sahélienne. Des divergences de priorités entre les membres de l'Alliance pour la souveraineté du Sahel, amplifiées par des campagnes de désinformation étrangères, pourraient affaiblir la cohésion des forces. Le retrait des partenaires économiques, ainsi qu'une baisse de la confiance interne, risquerait de paralyser les réformes et les actions militaires. L'instabilité sociale, exacerbée par la pression des déplacés et la réactivation de conflits internes, pourrait entraîner une désagrégation de l'initiative sahélienne. Ce scénario met en lumière les risques associés à une autonomie mal préparée et à un manque de ressources institutionnelles durables pour faire face à la complexité du conflit régional. Recommandations de méthode. Penser en conditions.
Quel que soit le scénario, la clé du succès réside dans la capacité des autorités sahéliennes à ajuster leur stratégie en fonction des conditions spécifiques de chaque phase. Plutôt que de s'accrocher à des certitudes, il est essentiel d'adopter une approche flexible et conditionnelle. Si les institutions restent alignées, si les communautés locales sont intégrées au récit en construction, et si les priorités sécuritaires ne se dispersent pas, alors la région pourrait construire un avenir stable sans dépendre des fluctuations externes. La vigilance sera de mise car chaque groupe de décision devra constamment évaluer la situation pour ajuster les priorités et s'éviter les pièges de l'autosatisfaction ou de l'isolement. L'impact de l'offensive sahélienne ne se limite pas seulement à la géopolitique ou à la stratégie militaire. Il touche directement la vie des populations sahéliennes, qui se trouvent à l'intersection de l'histoire en train de se redéfinir. Dans les villages du Nord, où des décennies de guerre et de déplacements forcés avaient effacé toute notion de stabilité, les habitants ressentent maintenant un changement tangible. Le retour des déplacés, la réouverture des marchés et la reconstruction des infrastructures témoignent de cette transformation, certes fragile, mais pleine d'espoir. C'est là que réside le véritable changement. Le Sahel cesse d'être une zone d'attente passive pour devenir un acteur actif de son avenir. Ce qui était autrefois une terre de souffrance, de survie, est aujourd'hui un lieu où la communauté se rassemble pour imaginer un avenir. Les radios locales, qui diffusaient autrefois des informations imposées par des puissances extérieures, deviennent des espaces d'expression, de débat et d'éducation. Ce changement de narrative, loin d'être superficiel, touche à la manière dont les Sahéliens se perçoivent eux-mêmes et la direction qu'ils souhaitent prendre. Pour ceux qui vivent dans cette région, il ne s'agit pas seulement de géopolitique. Il s'agit de retrouver un sens à leur existence quotidienne. Il s'agit de voir leurs enfants retourner à l'école dans des conditions plus sûres, de pouvoir acheter des denrées alimentaires sans craindre les coupures de route, de rétablir une vie sociale après des années d'isolement. C'est dans ces moments que la transformation prend toute sa signification. Et pour les observateurs extérieurs, cette dynamique offre une leçon puissante. Il ne suffit pas de soutenir une région en crise. Il faut également donner aux communautés les outils et la liberté de se reconstruire elles-mêmes. Le Sahel, loin de se résigner à sa situation, a choisi de se relever. Un peuple, une région, un avenir redéfini, non par la force extérieure, mais par la volonté interne. Le chemin vers une autonomie sahélienne durable passe par plusieurs étapes essentielles, chacune nécessitant une coordination minutieuse et une volonté collective. Le processus ne sera ni linéaire ni facile, mais il repose sur des actions concrètes qui, une fois mises en œuvre, devraient renforcer la stabilité et l'indépendance de la région. 1. Harmonisation des forces sahéliennes. La première étape consiste à garantir une cohérence militaire durable entre les trois pays du Sahel. Les forces du Burkina Faso, du Mali et du Niger doivent unifier leur stratégie, leur formation et leurs protocoles de communication pour éviter toute désorganisation. Cela inclut des exercices conjoints réguliers, la mise en place de centres de commandement intégrés et des échanges d'informations en temps réel. L'objectif est de réduire la dépendance vis-à-vis des partenaires externes et de garantir une réactivité instantanée face à toute menace. Quand, dans les 6 prochains mois, mesure temps de réaction unifié et cohérence des messages militaires à l'échelle régionale. 2. Renforcement des infrastructures numériques et locales. Les systèmes de communication cryptés mis en place pendant l'offensive doivent être consolidés. La région doit investir dans des infrastructures numériques locales plus robustes pour faciliter la transmission d'informations sensibles sans recourir à des solutions étrangères. Ces réseaux
permettront non seulement de coordonner les efforts militaires, mais aussi de stimuler la croissance économique en facilitant l'accès aux marchés locaux et internationaux. Quand, à court terme, avec une intensification progressive des investissements. Mesures, résilience du réseau et réduction des interruptions de services. 3. Réconciliation et développement local. Pour assurer la stabilité à long terme, il est crucial de rétablir la confiance entre les différentes communautés sahéliennes. Cela passe par des programmes d'échange culturels et civils, la reconstruction des villages dévastés et la mise en place de projets communautaires visant à restaurer la dignité des populations locales. La participation des habitants à la définition de leur avenir sera essentielle pour éviter de nouvelles tensions et garantir que la paix soit durable. Quand, sur une période de 12 mois. Mesure, participation communautaire élevée et réduction des conflits interethniques. 4. Diplomatie régionale renforcée. L'une des pierres angulaires de la stratégie sahélienne réside dans le renforcement des alliances intrarégionales. Il est impératif que le Burkina Faso, le Mali et le Niger créent un mécanisme de coordination diplomatique afin d'assurer une réponse unifiée aux défis géopolitiques. Cela permettra de réduire l'influence extérieure et de favoriser une gouvernance autonome basée sur des priorités régionales. Quand, dans les 6 prochains mois, mesure, mise en place d'une diplomatie régionale cohérente et indépendance croissante vis-à-vis des acteurs internationaux. La victoire de Tindiban marque bien plus qu'une simple réussite militaire. Elle symbolise la fin d'une époque d'attente et le début d'une ère où le Sahel, longtemps réduite au silence, choisit désormais de prendre la parole. Les soldats burkinabés, maliens et nigériens qui se sont battus pour leur propre terre sont désormais les porteurs d'une nouvelle identité, une identité forgée dans la lutte pour l'autonomie et la souveraineté. Ibrahim Traoré, debout parmi les dunes qui ont vu la fin de la bataille, observe l'horizon. Il sait que cette victoire n'est pas un aboutissement, mais un premier pas vers un avenir plus stable et plus juste pour les habitants de la région. Il regarde non pas avec l'euphorie d'un vainqueur, mais avec la sérénité d'un homme qui comprend que la véritable victoire réside dans la capacité à maintenir la cohésion, à éviter les divisions internes et à garantir un